Vous savez ce qui est le plus efficace pour effacer un peuple? Ce n'est pas de le tuer, ce n'est pas de le réduire en esclavage, ce n'est même pas de lui voler sa terre. Non, le plus efficace, c'est de lui voler son histoire, de lui faire croire qu'il n'en a pas, qu'il n'a jamais rien construit, jamais rien inventé, jamais rien pensé, qu'avant l'arrivée de l'homme blanc, il n'y avait rien. Juste le silence, juste la forêt, juste le désert. Vous avez vécu assez longtemps pour reconnaître cette technique. Vous l'avez vu fonctionner dans les manuels scolaires de votre enfance. Vous l'avez vu dans les documentaires à la télévision. L'Égypte, la Grèce, Rome, la Renaissance européenne, les Lumières, la Révolution industrielle. L'histoire du monde telle qu'on vous l'a enseignée, c'est l'histoire de l'Europe. Le reste du monde n'apparaît que quand l'Europe le découvre, le conquiert, le civilise. Et l'Afrique dans tout ça? L'Afrique, on vous l'a présenté comme un continent sans histoire, un espace vide. Hegel, le plus grand philosophe allemand du 19e siècle, écrivait dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire. Elle n'a pas de mouvement, de développement à exhiber. Hegel, pas un ignorant, l'un des esprits les plus brillants de son époque. Un homme qui a façonné la philosophie occidentale pour des siècles. Et cet homme regarde un continent de plus d'1 milliard d'hectares, avec des centaines de peuples, des milliers d'années de civilisation. Et il dit, pas d'histoire, rien, le vide. Et en 2007, le président français Nicolas Sarkozy prononçait à Dakar, devant des étudiants africains, ces mots qui ont fait le tour du monde, le drame de l'Afrique. Tchuss des sans-fesses. Le président sur qui en fait le dessus dans ce lit, Guéraille, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. 2007, pas 107 1007, pas 107 2007. Le président d'une démocratie moderne, au 21e siècle, devant des jeunes Africains qui ont grandi dans des pays où l'on enseigne la Révolution française, mais pas l'Empire du Mali, où l'on apprend la date de la prise de la Bastille, mais pas le nom de Mansa Moussa, ce président leur dit en face qu'ils n'ont pas d'histoire. Et le pire, c'est que beaucoup de gens l'ont cru, peut-être même que vous l'avez cru, pas par racisme, pas par mépris, pas par méchanceté, mais parce que personne ne vous a jamais raconté l'autre histoire, parce que cette autre histoire a été systématiquement, méthodiquement, délibérément effacée de votre éducation, de vos livres, de votre conscience collective, l'histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui. Parce que voilà ce qu'on ne vous a jamais dit. Au XIVe siècle, pendant que l'Europe agonisait sous la peste noire, pendant que des millions d'Européens mouraient dans des villes sales, sans médecins, sans hygiène, sans espoir, pendant que les rats dévoraient les cadavres dans les rues de Londres, de Paris, de Florence, pendant que les flagellants se fouettaient le dos en criant que Dieu punissait l'humanité pour ses péchés. Il existait une ville en Afrique de l'Ouest, une ville où 25 000 étudiants se pressaient dans des universités, où l'on enseignait l'astronomie, les mathématiques, la médecine, le droit, la théologie, la rhétorique, la logique, où des bibliothèques privées contenaient des milliers de manuscrits, où des savants correspondaient avec les intellectuels du Caire, de Fès, de Cordoue, de Bagdad, où la connaissance était considérée comme le bien le plus précieux que l'or. Et pourtant, cette ville avait aussi plus d'or que n'importe quelle ville d'Europe. Cette ville s'appelait Tombouctou. Et son histoire, cette histoire magnifique, a été systématiquement effacée. Pas par accident, par décision. Parce que si les Européens avaient admis que l'Afrique avait des universités quand l'Europe avait la peste, comment auraient-ils pu justifier la colonisation? Comment auraient-ils pu prétendre apporter la civilisation à des peuples qui avaient la leur, plus ancienne, plus raffinée, plus savante? Comment auraient-ils pu regarder les Africains dans les yeux et leur dire « Nous sommes venus vous sauver de votre ignorance » quand ces mêmes Africains possédaient 700 000 manuscrits, il fallait effacer. Et ils ont effacé, avec une efficacité terrifiante. Mais voilà ce que l'âge nous enseigne, n'est-ce pas? On peut enterrer une vérité pendant des siècles, on peut brûler des bibliothèques, détruire des manuscrits, réécrire les manuels scolaires. Mais la vérité a cette propriété étrange. Elle ressurgit toujours, pierre après pierre, manuscrit après manuscrit. Elle revient, intacte, patiente, invincible. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Tombouctou. Pas la légende romantique d'une cité perdue dans le désert, pas le fantasme orientaliste d'une ville d'or imaginaire. L'histoire vraie, documentée, vérifiable, publiée par des universitaires dans des revues à comité de lecture. L'histoire d'une civilisation intellectuelle africaine qui rivalisait avec les plus grandes universités du monde médiéval. Et surtout, l'histoire de la manière dont cette civilisation a été délibérément effacée de la mémoire collective de l'humanité, puis redécouverte, puis sauvée in extremis des flammes par un bibliothécaire héroïque dont vous n'avez probablement jamais entendu le nom. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'être franc avec vous. Cette vidéo est longue, elle est dense, elle demande de la patience. Elle est conçue pour ceux d'entre vous qui ont le goût de la profondeur,
qui acceptent de suspendre leur certitude pour examiner des faits qui pourraient les ébranler. Si vous êtes ici pour une réponse simple en 3 minutes, vous serez déçu. Si vous êtes ici pour qu'on vous confirme ce que vous pensez déjà, vous serez peut-être troublé. Mais si vous faites partie de cette génération qui a appris à se méfier des vérités trop lisses, trop simples, trop confortables, si vous avez ce recul que donne l'expérience, cette capacité à accepter que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croyait qu'elles étaient, alors restez. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut penser de l'Afrique, de l'Europe, de la colonisation. Je vais simplement vous montrer ce que révèlent les documents historiques, les manuscrits, les chroniques, l'archéologie. Ce que vous en ferez ensuite, c'est votre liberté, votre responsabilité. Les deux choix sont légitimes. Les deux méritent le respect. Mais pour faire un choix libre, il faut d'abord savoir. Et c'est ce savoir que je vais vous transmettre aujourd'hui. Commençons par le commencement. Pour comprendre Tombouctou, il faut d'abord comprendre l'empire dont elle faisait partie. L'Empire du Mali. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Normal. Vos manuels scolaires n'en disaient rien. Et pourtant, au XIVe siècle, l'Empire du Mali était l'un des plus vastes et des plus riches du monde. Il faut que vous compreniez l'ampleur de ce dont je parle. Ce n'était pas un petit royaume tribal perdu dans la brousse. C'était un empire, un vrai empire, avec une administration, une armée, des routes commerciales, une diplomatie, des relations internationales, fondées au XIIIe siècle par Soundiata Keïta, un prince mandingue dont l'histoire est racontée encore aujourd'hui par les griots d'Afrique de l'Ouest. Selon la tradition orale, transmise de génération en génération pendant 800 ans par ses maîtres de la parole que sont les griots, Soundiata était paralysé dans son enfance. Il ne pouvait pas marcher, sa mère était humiliée, moquée par les coépouses de son père. Et puis un jour, le jeune Soundiata s'est levé. Il a pris un bâton de fer, il l'a tordu et il s'est levé. Et à partir de ce moment, personne n'a pu l'arrêter. Il a rassemblé les tribus mandingues. Il a vaincu le roi tyran Soumaoro, campé à la bataille de Kirina en 1135, et il a fondé l'Empire du Mali. Vous pouvez sourire de cette légende si vous voulez, mais souvenez-vous que Romulus et Rémus ont été allaités par une louve, que Moïse a ouvert la mer Rouge, que le roi Arthur a tiré une épée d'un rocher. Toutes les civilisations ont leur mythe fondateur. L'Afrique aussi. Et les mythes africains ne sont ni moins beaux, ni moins profonds, ni moins significatifs que les mythes européens. L'Empire du Mali, donc, s'étendait sur plus de 1,3 million de kilomètres carrés. Pour que vous visualisiez, c'est plus grand que la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie réunies. De l'Atlantique au cœur du Sahara, des forêts tropicales de la Guinée actuelle aux dunes du désert, cet empire contrôlait les routes commerciales les plus lucratives du monde médiéval. Car le Mali avait quelque chose que tout le monde voulait, de l'or. Les mines d'or du Bambouk et du Bourré, dans l'actuel Mali et Guinée, produisaient une quantité d'or tellement colossale que les historiens modernes ont du mal à la quantifier. Mais voici un chiffre qui donne le vertige. Pendant les XIIIe et XIVe siècles, on estime que la moitié de l'or circulant dans le bassin méditerranéen venait d'Afrique de l'Ouest. Les pièces d'or que les marchands vénitiens échangeaient sur les quais de leurs lagunes, les dinars que les sultans mamelouks du Caire faisaient frapper dans leurs ateliers, les florins de Florence qui finançaient la Renaissance italienne, tout cet or, ou du moins une grande partie, venait des mines contrôlées par l'Empire du Mali. L'historien Raymond Moni, dans son ouvrage de référence « Tableau géographique de l'Ouest africain au Moyen-Âge », publié en 1960, a reconstitué les flux commerciaux de l'époque avec une précision remarquable. Il montre comment l'or malien irriguait l'économie méditerranéenne, comment il finançait les cathédrales européennes, comment il permettait aux banquiers florentins de prêter de l'argent aux rois de France et d'Angleterre. Vous voyez l'ironie ? L'Europe médiévale se construisait en partie grâce à l'or africain. Et 500 ans plus tard, cette même Europe allait prétendre que l'Afrique n'avait jamais rien produit de valeur. Et cet or était échangé contre quelque chose d'aussi précieux dans cette région du monde. Du sel. Le sel du Sahara, extrait dans les mines de Tagaza, au cœur du désert, à 700 km au nord de Tombouctou, par des esclaves qui vivaient et mouraient dans des conditions épouvantables, dans des maisons construites en blocs de sel, buvant une eau saturée de sel, mangeant une nourriture imprégnée de sel. Le sel, dans cette partie du monde, valait littéralement son poids en or. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait documenté. Ibn Battuta, le grand voyageur marocain du XIVe siècle, qui a visité le Mali en 1352, confirme cette équivalence. Dans certaines régions au sud du Sahara, un bloc de sel de 30 kg s'échangeait contre un bloc d'or du même poids. Pourquoi ? Parce que le sel est un besoin physiologique vital. Sans sel, le corps humain meurt. Et dans les régions tropicales, où la transpiration est constante, le besoin en sel est encore plus crucial. L'or, lui, est un luxe. Mais le sel est une nécessité. Les caravanes traversaient le Sahara, parfois 1000 chameaux d'affilée,
parfois 10 000, chargés de sel, de tissu, de cuivre, de perles de verre, de livres, et revenaient chargés d'or, anses de noix, de cola, d'ivoire, d'esclaves. Le voyage durait entre 40 et 70 jours selon la saison. Des milliers d'hommes et d'animaux marchant à travers l'un des environnements les plus hostiles de la planète, sous un soleil qui pouvait tuer en quelques heures quiconque s'égarait. Et pourtant, ces caravanes fonctionnaient régulièrement, depuis des siècles, avec une logistique, une organisation, une discipline qui impressionnerait un commandant militaire moderne. Tombouctou se trouvait exactement au point de rencontre, au bord du Niger, ce grand fleuve qui dessine une boucle majestueuse au cœur du Sahel et à la lisière sud du Sahara. C'était le lieu où les caravanes du désert rencontraient les pirogues du fleuve, le point de jonction entre deux mondes. Le monde du désert et le monde de la savane, le monde des Touaregs et le monde des Songais, le monde du sel et le monde de l'or, l'endroit idéal pour faire du commerce. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tombouctou est devenu, dès le XIIe siècle, un carrefour commercial majeur. Les marchands de toute l'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, d'Égypte, même d'aussi loin que la péninsule arabique, s'y retrouvaient pour échanger leurs marchandises. Mais voilà ce qui distingue Tombouctou de toutes les autres villes commerciales de l'époque. Et c'est un point crucial, un point que les historiens occidentaux ont mis des siècles à admettre. Tombouctou n'est pas restée une simple ville marchande. Elle est devenue autre chose. Quelque chose de beaucoup plus rare, beaucoup plus précieux. Elle est devenue une ville de savoir. Pas un savoir oral, pas un savoir informel, pas un savoir tribal. Un savoir écrit, structuré, enseigné dans des institutions formelles, avec des professeurs, des étudiants, des diplômes, des bibliothèques, des correspondances internationales. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment extraordinaire. Imaginez la scène. Nous sommes au début du XIVe siècle. Tombouctou compte environ 100 000 habitants. C'est une ville immense pour l'époque. Londres, au même moment, en compte environ 80 000, entassés dans des rues étroites et boueuses où les excréments s'écoulent à ciel ouvert. Paris, 200 000 peut-être, mais bientôt ravagé par la peste noire qui tuera un tiers de sa population en quelques mois. Florence, le joyau de l'Italie, 120 000 habitants avant la peste, réduit à 50 000 après. L'Europe est un continent malade, affamé, terrorisé. La guerre de 100 ans fait rage entre la France et l'Angleterre. Les famines se succèdent, l'Église catholique est en crise, le grand schisme approche, il y aura bientôt 2 papes, puis 3. Les universités européennes existent, certes, Paris, Bologne, Oxford, Cambridge, mais elles enseignent principalement la théologie scolastique, des disputes abstraites sur le nombre d'anges pouvant danser sur la pointe d'une aiguille. La science, la médecine, les mathématiques sont en stagnation. Tombouctou, elle, est florissante. Les maisons sont construites en banco. Cette argile mêlée de paille et de beurre de karité qui donne aux bâtiments leur couleur ocre si caractéristique et leur remarquable résistance à la chaleur. Les rues sont animées, bruyantes, parfumées d'épices et d'encens. Et dansant, les marchands touaregs, enveloppés dans leur chèche indigo qui leur donne ce surnom d'hommes bleus, arrivent du nord avec leurs chameaux chargés de sel. Les marchands d'Ioula montent du sud avec leur or, leurs noix de cola, leur ivoire. Les Arabes viennent du Caire et de Fès avec des livres, des tissus fins, du papier. Retenez ce détail, il est crucial. Le papier est l'un des biens les plus précieux qui arrivent à Tombouctou, plus précieux que les épices, presque autant que l'or. Pourquoi ? Parce que Tombouctou est une ville qui lit, une ville qui écrit, une ville qui pense. Et pour lire et écrire, il faut du papier. Le papier arrivait principalement de Fès au Maroc et du Caire en Égypte. Les marchands qui amenaient du papier à Tombouctou faisaient fortune. Un proverbe local, rapporté par plusieurs chroniqueurs, disait « Le sel vient du nord, l'or vient du sud, mais le savoir vient de Tombouctou. Le savoir vient de Tombouctou. Chronique Teni et de Voditessiment Boarc, des Ulyssiens, qui de Tombouctou, de sang emporetio, pas de Paris, pas de Londres, pas de Rome, de Tombouctou. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est un proverbe local documenté par des chroniqueurs arabes du Moyen-Âge. Au cœur de la ville se dresse la mosquée de Sankoré, construite au XIVe siècle, financée selon la tradition par une riche femme mandingue dont l'histoire n'a malheureusement pas retenu le nom. Un détail qui en dit long. On connaît le nom de chaque donateur de chaque cathédrale européenne, mais le nom de la femme qui a financé l'une des plus grandes universités du monde médiéval a été oublié. Cela aussi, c'est un effacement. Cette mosquée n'est pas seulement un lieu de prière, c'est une université, l'université de Sankoré. Et ce n'est pas une façon de parler, ce n'est pas une exagération poétique, ce n'est pas du nationalisme africain romantique.
C'est une institution d'enseignement structuré avec des professeurs permanents, des étudiants inscrits, des cursus définis, des niveaux progressifs, des examens, des diplômes reconnus dans tout le monde musulman. Les étudiants venaient de toute l'Afrique de l'Ouest, du Sahel, du Maghreb, d'Égypte et même de la péninsule arabique. Certaines sources, notamment les chroniques locales comme le Tariq et Soudan et le Tariq el-Fatash, parlent de 25 000 étudiants dans la ville au XVe siècle. 25 000. Arrêtez-vous sur ce chiffre. 25 000 étudiants dans une seule ville africaine au XVe siècle. Pour comparaison, l'Université de Paris, l'une des plus prestigieuses d'Europe, la Sorbonne, fondée en 1167, comptait environ 10 000 étudiants au XVe siècle. L'Université de Bologne, la plus ancienne d'Europe, fondée en 1188, environ 2000 étudiants. Oxford, fondée au XIIe siècle, 3000 peut-être. Cambridge, encore moins. Tombouctou en avait 25 000. Vous sentez le problème, n'est-ce pas? On vous a dit que l'Afrique n'avait pas d'université. On vous a dit que l'éducation était un apport européen, un cadeau de la civilisation occidentale au peuple primitif. On vous a dit que les Africains étaient des peuples de tradition orale, incapables de produire une culture écrite. Et pendant ce temps, pendant que vos manuels scolaires vous racontaient cette fable, Tombouctou avait plus d'étudiants que Paris, Oxford et Bologne réunis. Qu'enseignait-on à Sankoré? Pas seulement la théologie islamique, bien que ce fût la discipline centrale, le socle autour duquel tout s'organisait. On y enseignait le fiqh, la jurisprudence islamique, le droit des contrats, le droit de la famille, le droit commercial. On y enseignait les mathématiques, pas des mathématiques rudimentaires, pas le simple comptage des chameaux et des sacs de sel, mais l'algèbre, la géométrie, l'arithmétique avancée. On y enseignait l'astronomie, l'observation des étoiles, le calcul des positions planétaires, la prédiction des éclipses. On y enseignait la médecine, l'anatomie, la pharmacologie, l'utilisation des plantes médicinales. On y enseignait la rhétorique, l'art du discours, la logique, la grammaire arabe dans toute sa complexité. On y enseignait l'histoire, la géographie, la poésie. Les professeurs de Sankoré avaient des spécialités. Ils publiaient des ouvrages. Les étudiants passaient des années à étudier avant d'obtenir leur diplôme. Il y avait un système de niveaux, de progression, d'examens oraux et écrits. L'étudiant commençait par la mémorisation du Coran, puis progressait vers les sciences coraniques, puis la jurisprudence, puis les sciences profanes. Le cursus complet pouvait durer 10 ans, parfois plus. C'était dans tous les sens du terme une université, avec une différence notable par rapport aux universités européennes de l'époque. Mais l'atout, Balakunsi de l'Ordre. À Sankoré, l'enseignement n'était pas centralisé dans un seul bâtiment. Les professeurs enseignaient dans leur maison, dans les cours des mosquées, parfois sous des arbres. C'était un système décentralisé, flexible, qui permettait aux étudiants de choisir leur maître en fonction de leur spécialité et de leur réputation. Un système qui, ironiquement, ressemble davantage aux universités modernes avec leurs seminar rooms et leurs tutorials qu'au système rigide des universités médiévales européennes. Ahmed Baba al-Timbukti est peut-être le plus célèbre de ces savants, et son histoire mérite d'être racontée en détail, parce qu'elle illustre parfaitement ce qu'était la vie intellectuelle à Tombouctou et la manière dont elle a été détruite. Ahmed Baba est né en 1556 à Araouane, une oasis au nord de Tombouctou, dans une famille de savants. Son père était professeur, son grand-père était professeur, son arrière-grand-père était professeur. La connaissance, dans cette famille, se transmettait comme un héritage, comme un patrimoine, comme un bien plus précieux que l'or. Il a écrit plus de 40 ouvrages de jurisprudence, de théologie, de biographie, de grammaire. Sa bibliothèque personnelle contenait 800 manuscrits. 800. Pour vous donner une idée, la bibliothèque de l'université d'Oxford, au même siècle, contenait environ 2000 manuscrits. Un seul homme à Tombouctou possédait presque autant de livres que la plus grande bibliothèque d'Angleterre. Et puis, en 1491, le désastre. Le sultan du Maroc, Ahmed al-Mansour, envoie une armée traverser le Sahara pour s'emparer des mines d'or du Mali. 4000 hommes, équipés d'armes à feu, une technologie que les Songhais ne possèdent pas. La bataille de Tondibi, le 13 mars 1591, est un massacre. L'armée Songhai, malgré sa supériorité numérique, est écrasée par les mousquets. Les Marocains prennent Tombouctou et ils font exactement ce que font tous les conquérants qui veulent détruire une civilisation. Ils s'en prennent aux intellectuels. Ahmed Baba est arrêté. Ses 800 manuscrits sont confisqués. Il est enchaîné et déporté à Marrakech. Un voyage de 2000 km à travers le Sahara. Imaginez, un vieil homme, un savant, un professeur, enchaîné comme un esclave, marchant à travers le désert pendant des semaines, laissant derrière lui sa ville, ses étudiants, ses livres. Quand il arrive à Marrakech,
Les savants marocains sont stupéfaits par son érudition. Ils l'interrogent, ils débattent avec lui et ils réalisent qu'ils ont devant eux un esprit supérieur. L'un d'eux lui demande combien de livres il possédait. Ahmed Baba répond, et cette réponse est restée dans l'histoire. J'avais un 600 volumes. C'était la plus petite bibliothèque de ma famille. Laissez cette phrase faire son chemin. Un 800 manuscrits, et c'était la plus petite bibliothèque de sa famille. Pas la plus grande, la plus petite. Cela signifie que ses frères, ses oncles, ses cousins avaient des bibliothèques encore plus importantes. 2000 manuscrits, 3000, peut-être plus. Cela signifie que la possession de manuscrits à Tombouctou n'était pas un luxe réservé à une élite microscopique. C'était une pratique répandue, courante, culturellement enracinée. Les familles de savants de Tombouctou accumulaient des bibliothèques, comme les familles aristocratiques européennes accumulaient des terres. Le savoir était un capital, un patrimoine transmissible, un signe de statut social. Ahmed Baba est resté en captivité à Marrakech pendant 12 ans. En 1608, il a été autorisé à retourner à Tombouctou. Mais sa ville avait changé. Les Marocains avaient pillé, déporté les élites, perturbé le commerce, désorganisé l'enseignement. Tombouctou n'était plus ce qu'elle avait été. Ahmed Baba a passé ses dernières années à tenter de reconstruire, à enseigner à nouveau, à écrire. Il est mort en 627, à 63 ans. Aujourd'hui, le plus grand institut de recherche de Tombouctou porte son nom. Combien de manuscrits y avait-il au total à Tombouctou? Les estimations varient, mais le chiffre le plus souvent cité par les chercheurs est vertigineux. 60 000 manuscrits, 700 000, des textes de mathématiques, d'astronomie, de médecine, de jurisprudence, de théologie, de poésie, d'histoire, de correspondance commerciale, de traités diplomatiques, de philosophie, de mystique soufis, de généalogie, de pharmacologie. Des textes écrits principalement en arabe, mais aussi en peul, en songaï, en tamashek, en haoussa. Des textes qui couvraient tous les domaines du savoir de l'époque. Des textes qui prouvent, de manière irréfutable, que l'Afrique de l'Ouest avait une tradition intellectuelle écrite sophistiquée des siècles avant l'arrivée des Européens. John O. Unwin, professeur à Northwestern University aux États-Unis, a consacré des décennies de sa vie à cataloguer ces manuscrits. Son œuvre monumentale, Arabic Literature of Africa, en plusieurs volumes, est l'ouvrage de référence dans le domaine. Unwin a parcouru le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Mauritanie, pour retrouver, cataloguer, identifier ces textes, et ce qu'il a découvert a bouleversé la vision occidentale de l'histoire intellectuelle africaine. Il a montré que les savants de Tombouctou n'étaient pas de simples récepteurs passifs d'un savoir venu d'ailleurs, de Bagdad, du Caire, de Cordoue. Non, ils produisaient du savoir original, ils développaient des théories propres, ils apportaient des contributions originales aux mathématiques, à l'astronomie, au droit, à la médecine. Ils écrivaient des traités qui étaient lus et cités par des savants d'autres centres du monde musulman. Ils faisaient partie d'un réseau intellectuel international et ils y contribuaient activement. Mais attendez, il y a plus troublant encore. Parmi ces manuscrits, on trouve des textes médicaux qui décrivent des opérations chirurgicales avec une précision remarquable. L'ablation de la cataracte, une opération que les chirurgiens européens ne maîtriseront pas avant le XVIIIe siècle. La cautérisation des plaies avec des instruments chauffés, une technique antiseptique avant la lettre, l'utilisation systématique de plantes médicinales locales avec des descriptions précises de dosage, d'effets, de contre-indications. Des textes qui documentent l'anatomie humaine avec un détail qui impressionne les médecins modernes. Des traités de pharmacologie qui cataloguent des centaines de plantes et de minéraux utilisés comme médicaments. On trouve aussi des textes de mathématiques qui vont bien au-delà du simple calcul commercial. Des traités d'algèbre qui développent des solutions à des problèmes complexes. Des textes de géométrie qui démontrent une maîtrise des propriétés des figures géométriques. Des tables astronomiques qui montrent que les astronomes de Tombouctou observaient le ciel avec une précision remarquable. Ils connaissaient les mouvements des planètes visibles, ils calculaient les équinoxes et les solstices, ils prédisaient les éclipses lunaires et solaires. Ils avaient développé leurs propres tables astronomiques, adaptées à leur latitude, à leur climat, à leurs besoins agricoles. Et puis, il y a les textes historiques, ces chroniques qui racontent l'histoire de l'Empire du Mali, de l'Empire Songhai, des dynasties, des guerres, des alliances, des traités, des intrigues de cour. Le Tariq-e-Soudan, écrit par Abderrahman, et Saadi au XVIIe siècle, et le Tariq el-Fatash,
attribués à Mahmoud Kati au XVIe siècle, sont deux des plus grands textes d'historiographie de toute l'Afrique. Ils racontent l'histoire de cette région avec un luxe de détails, une précision chronologique, une richesse d'informations qui fait honte à bien des chroniques européennes de la même époque. Ils décrivent les rituels de cour, les cérémonies, les batailles, les successions, les famines, les épidémies, les éclipses, les comètes. Ils citent des sources, ils recoupent des informations, ils donnent des dates précises. Ce n'est pas de la tradition orale mise par écrit, c'est de l'historiographie au sens plein du terme. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'homme qui a rendu tout cela possible. Un homme dont le nom devrait être aussi célèbre que celui de Charlemagne, de César ou d'Alexandre le Grand. Un homme que le magazine Time a classé comme la personne la plus riche de tous les temps en 2015 et que Forbes a confirmé dans ses classements. Et pourtant, 95% des gens dans le monde n'en ont jamais entendu parler. Demandez autour de vous, demandez à vos enfants, à vos collègues, à vos amis, qui était l'homme le plus riche de l'histoire. Ils vous diront Jeff Bezos, Elon Musk, peut-être Rockefeller. Personne ne dira Mansa Moussa, parce que personne ne le leur a enseigné. Son nom, Mansa Moussa. Mansa signifie roi des rois, empereur en mandingue. Moussa, c'est Moïse, le roi Moïse du Mali, le 10e empereur de la dynastie des Keïta. Il accède au trône en près 112 après que son prédécesseur, le Mansa Abubakari II, a disparu en mer en tentant de traverser l'océan Atlantique. Oui, vous avez bien lu. Le prédécesseur de Mansa Moussa aurait tenté de traverser l'Atlantique avec une flotte de 2000 pirogues en 1311, un siècle et demi avant Christophe Colomb. Certains historiens, comme Ivan van Sertima dans son ouvrage controversé They Came Before Columbus, publié en 1976, soutiennent que des Africains ont effectivement atteint les Amériques avant les Européens. D'autres sont sceptiques. Le débat continue. Mais le simple fait qu'un empereur africain ait pu concevoir et lancer une telle expédition en dit long sur le niveau de développement technique et maritime de l'Empire du Mali. Sous le règne de Mansa Moussa, l'Empire du Mali atteint son apogée. Il contrôle les mines d'or, les routes du sel, les villes de commerce. Son armée compte, selon certaines sources, 100 000 hommes. Sa cour est un lieu de luxe, de culture, de diplomatie. Mais c'est en 1334 que Mansa Moussa entre dans l'histoire universelle de la manière la plus spectaculaire imaginable. En 1364, Mansa Moussa décide d'accomplir le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, obligation pour tout musulman qui en a les moyens. Mansa Moussa en a les moyens. Il en a même, disons, un peu trop. Voici comment se présente son cortège, tel que l'ont décrit plusieurs chroniqueurs arabes de l'époque, notamment Al-Umari, Ibn Khaldoun et Ibn Battuta. 60 000 personnes, 60 000. Parmi eux, 12 000 serviteurs personnels, chacun vêtu de brocart et de soie importés de Perse, 80 chameaux, chacun portant entre 50 et 36 kg d'or pur, de la poudre d'or dans des sacs de cuir, 500 esclaves, chacun portant un bâton d'or massif pesant environ 2,7 kg, des centaines de chevaux parés de harnachements dorés, des musiciens, des griots, des poètes, des cuisiniers, des médecins, des juristes. Faites le calcul, croisant de chameaux portant en moyenne 100 kg d'or chacun, ça fait 8000 kg d'or, plus 500 bâtons de 2,7 kg, ça fait 1,350 kg, plus l'or que les serviteurs portaient en bijoux, en vêtements, en cadeaux. On parle de 10 à 15 tonnes d'or en mouvement à travers le Sahara, 10 à 15 tonnes. Le cortège s'étend sur des kilomètres. Quand l'avant-garde arrive dans une ville, l'arrière-garde n'a pas encore quitté la précédente. C'est une ville en marche, une cité mobile qui traverse le désert. Le cortège traverse le Sahara, passe par l'actuel Mali, l'Algérie, la Libye et arrive au Caire en juillet 1334. Et ce qui se passe alors est probablement l'événement économique le plus extraordinaire du Moyen-Âge. Un événement qui démontre, à lui seul, la puissance colossale de l'Empire du Mali. Mansa Moussa distribue de l'or, partout, à tout le monde. Aux pauvres dans la rue qui le regardent passer, bouche bée. Aux marchands qui lui vendent des marchandises à des prix astronomiques qu'il accepte sans marchander. Aux fonctionnaires mamelouks qui gèrent la ville. Aux imams des mosquées. Aux professeurs des madrasas. Aux médecins des hôpitaux. Il dépense sans compter. Il achète des maisons, des tissus, des chevaux, des esclaves, des épices, tout ce qu'on lui propose, au prix qu'on lui demande, sans jamais négocier. Il fait des dons aux mosquées, aux madrasas, aux hôpitaux. Chaque vendredi, il fait construire une mosquée dans la ville où il se trouve. Et voici ce qui se passe quand vous injectez plusieurs tonnes d'or dans une économie en quelques semaines. Quand vous multipliez la quantité d'or en circulation dans un pays par un facteur significatif en l'espace de quelques jours. Le prix de l'or s'effondre. Au Caire, le prix de l'or chute de 20 à 25% en quelques semaines. Et cette déflation dure pas quelques mois, 12 ans. Pendant 12 ans,
L'économie égyptienne souffre des conséquences du passage de Mansa Moussa. Le cours de l'or ne retrouve son niveau d'avant qu'en 1336. C'est la première hyperinflation documentée de l'histoire, provoquée non pas par un crash boursier, non pas par une guerre, non pas par une catastrophe naturelle, mais par la générosité d'un seul homme. Un homme qui avait tellement d'or qu'il pouvait faire s'effondrer l'économie du plus puissant État du monde musulman simplement en passant. Al-Umari, historien arabe qui a visité le Caire 12 ans après le passage de Mansa Moussa, écrit dans son ouvrage « Mazalik al-Absar fi Mamalik al-Amsar », les gens du Caire gagnèrent des sommes incalculables grâce à lui. Il les inonda de ses bienfaits. Mais il dépensa tellement que le prix de l'or chuta et ne s'en remit pas pendant des années. Al-Umari ajoute un détail fascinant, un détail qui montre que Mansa Moussa n'était pas seulement riche, mais intelligent. Il se dit que lorsque Mansa Moussa réalisa qu'il avait perturbé l'économie égyptienne, qu'il avait déstabilisé le marché de l'or par ses dépenses excessives, il fit quelque chose d'extraordinaire. Il emprunta de l'or au marchand Kérote. Il emprunta de l'or. L'homme le plus riche du monde emprunta de l'or pour tenter de retirer de la circulation l'excès qu'il avait injecté, pour stabiliser les prix, et même ses emprunts rapportèrent aux marchands, car il les remboursa avec un taux d'intérêt si élevé que les marchands firent fortune une deuxième fois. Vous comprenez l'ampleur. Cet homme avait tellement d'or qu'il pouvait détruire l'économie d'un pays simplement en étant généreux. Et quand il réalisait les dégâts, il avait l'intelligence économique de tenter de corriger le tir. Ce n'est pas le comportement d'un chef tribal ignorant, c'est le comportement d'un souverain sophistiqué qui comprend les mécanismes économiques de son temps. Et on ne vous en a jamais parlé, jamais. Parce qu'admettre que l'homme le plus riche de l'histoire était africain, c'est admettre que l'Afrique n'était pas un désert d'ignorance et de pauvreté. C'est admettre que le récit qu'on vous a vendu pendant des siècles, le récit de l'Afrique primitive, sauvage, sans civilisation, était un mensonge. Un mensonge nécessaire pour justifier 5 siècles de traite des esclaves et un siècle de colonisation. L'Atlas catalan de François-Sanzacanz, une carte magnifique produite à Majorque par le cartographe juif Abraham, Cresque pour le roi Charles Voitreuse de France, représente Mansa Moussa assis sur un trône, portant une couronne d'or, tenant une pépite d'or dans une main et un sceptre dans l'autre. Au-dessus de lui, une inscription en catalan. Ce seigneur noir est appelé Musa Meli, seigneur des Noirs de Guinée. Ce roi est le plus riche et le plus noble seigneur de toute cette région en raison de l'abondance d'or qui est récoltée sur sa terre. C'est le seul dirigeant africain représenté sur une carte médiévale européenne. Et les Européens savaient, en 1375, les Européens savaient qu'il existait un roi africain d'une richesse inconcevable, le plus riche et le plus noble seigneur de toute cette région. Ils l'ont dessiné sur leur carte, ils en ont parlé dans leurs chroniques. Mais cette connaissance a été progressivement effacée, noyée sous les siècles de propagande coloniale qui présentait l'Afrique comme un continent sans civilisation. Au retour de son pèlerinage, Mansa Moussa ramène avec lui des architectes, des savants, des artisans, des poètes. Parmi eux, Abou Ishaq al-Saïli, un architecte et poète andalou originaire de Grenade, dans le sud de l'Espagne actuelle. Al-Saïli est fasciné par le Mali. Il est impressionné par la richesse, par la culture, par l'accueil. Il décide de rester. Et c'est lui qui va concevoir et construire la grande mosquée de Djinguereber à Tombouctou. Un bâtiment en banco, majestueux, avec ses murs de terre ocre et ses poutres de palmiers qui dépassent des façades comme des rangées de dents géantes. Une architecture unique au monde, adaptée au climat, aux matériaux locaux, aux techniques traditionnelles, mais enrichie par le savoir architectural andalou et nord-africain. Cette mosquée existe encore aujourd'hui, 700 ans plus tard. Vous pouvez la voir sur Google Earth, vous pouvez y entrer si vous vous rendez à Tombouctou. 700 ans de résistance au temps, au sable, au vent du désert, aux invasions, aux occupations, aux négligences. Et elle est debout, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Mais Mansa Moussa ne s'arrête pas à l'architecture. Il investit massivement dans l'éducation. Il fait venir des savants du Caire, de Fès, de Tlemcen. Il leur offre des salaires généreux, des maisons, du prestige social. Il finance la construction de madrasas, d'écoles, de bibliothèques. Il achète des manuscrits à des prix exorbitants pour enrichir les bibliothèques de Tombouctou. Il fait de Tombouctou un centre intellectuel de premier plan dans le monde islamique. Et c'est sous son règne et sous celui de ses successeurs que Tombouctou atteint son apogée intellectuel. La ville ne compte pas une université mais 3. Sankoré, Djinguereber et Sidi Yahya. 3 centres de savoir, 3 pôles d'attraction pour les étudiants et les chercheurs de tout le monde musulman. Maintenant, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore, quelque chose que peu de gens savent, quelque chose qui rend cette histoire encore plus extraordinaire et encore plus tragique à la fois. Les manuscrits de Tombouctou ne sont pas perdus, ils existent encore, des centaines de milliers d'entre eux. Ils sont là, dans des bibliothèques familiales, dans des coffres en bois,
dans des caves humides, dans des greniers poussiéreux, dans des cantines métalliques. Pendant des siècles, les familles de Tombouctou ont préservé ces manuscrits, les ont cachés, les ont protégés, génération après génération, père en fils, mère en fille. Quand les Marocains ont envahi en 1591, les familles ont caché leurs livres dans des murs, sous des planchers, dans des puits. Quand les Français ont colonisé en 1884, elles les ont cachés encore, parce que les Français confisquaient les manuscrits qu'ils trouvaient. Quand les djihadistes d'Ansar Dine ont occupé la ville en 2012, elles les ont cachés une fois de plus. 3 fois en 4 siècles, les familles de Tombouctou ont sauvé leurs manuscrits de la destruction. 3 fois, elles ont risqué leurs vies pour protéger du papier. Pas de l'or, pas des bijoux, pas de la nourriture, du papier, des mots, des idées, parce que pour elles, les idées étaient plus précieuses que tout le reste. Et c'est ici que l'histoire d'un homme entre en scène. Un homme dont le nom devrait être connu du monde entier. Un homme qui devrait être dans chaque manuel scolaire. Un homme dont l'acte de bravoure est l'un des plus extraordinaires du XXIe siècle. Abdelkader Haïdara, bibliothécaire, fils de bibliothécaire, petit-fils de bibliothécaire. Son père, Mama Haïdara, avait consacré sa vie à la préservation de ses textes. Et Abdelkader avait grandi au milieu des manuscrits, bercé par l'odeur du vieux papier et de l'encre ancienne, par les histoires de savants et de bibliothèques. Dans les années 1980, Abdelkader Haïdara commence un travail colossal, un travail de toute une vie. Il parcourt le Mali, village après village, famille après famille, pour convaincre les gens de lui confier leurs manuscrits pour les cataloguer, les restaurer, les préserver. Imaginez la difficulté. Ces familles gardent ces textes depuis des siècles, parfois depuis 500 ans, parfois depuis 60 ans. Ces manuscrits sont un patrimoine familial sacré, plus précieux que n'importe quel bien matériel. Les confier à un étranger, même un compatriote, même un bibliothécaire, c'est un acte de confiance immense. Beaucoup refusent. Certains sont méfiants, d'autres ont peur que les manuscrits soient volés, vendus, perdus. Haïdara doit négocier, convaincre, rassurer, promettre. Il doit respecter les traditions, les protocoles, les hiérarchies familiales. Il doit parfois revenir 10 fois, 20 fois dans le même village avant d'obtenir la confiance d'une famille. Mais il y parvient, lentement, patiemment. Il rassemble des dizaines de milliers de manuscrits. Il crée des bibliothèques pour les héberger. Il forme des restaurateurs pour les préserver, pour réparer les pages déchirées, pour traiter les dégâts causés par l'humidité, les insectes, le temps. Il obtient des financements internationaux pour numériser les textes les plus précieux. Il devient le gardien d'un trésor inestimable. Et puis arrive le 1er avril 2012. Les djihadistes d'Ansar Dine, alliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, prennent le contrôle de Tombouctou. Ils imposent la charia dans sa version la plus rigoriste. Ils interdisent la musique, la danse, le football, la télévision. Ils fouettent les femmes qui ne portent pas le voile intégral. Ils détruisent des mausolées de saints soufis classés au patrimoine mondial de l'UNESCO à coups de pioche et de masse devant les caméras du monde entier. Et ils annoncent qu'ils vont brûler les manuscrits. Les manuscrits qui contiennent de la musique, de la poésie, de l'astronomie, de la médecine, des textes de mysticisme soufi, des textes qui ne sont pas conformes à leur vision étroite, rigide, totalitaire de l'islam. Des textes qui prouvent que l'islam a toujours été divers, pluriel, ouvert aux sciences et aux arts. Des textes qui contredisent leur idéologie par leur simple existence. Haïdara comprend qu'il doit agir, et vite. Et ce qu'il fait alors est un des actes de bravoure intellectuelle les plus extraordinaires du XXIe siècle. En secret, de nuit, avec l'aide de contrebandiers, de pêcheurs, de conducteurs de mules, de femmes courageuses qui cachent des manuscrits sous leurs vêtements. Il organise l'évacuation de 367 000 manuscrits, 377 000 manuscrits. Pensez à ce nombre, 377 000 textes vieux de plusieurs siècles, fragiles, irremplaçables. Il les cache dans des cantines métalliques, dans des sacs de riz, dans des caisses en bois, dans des valises, dans des cartons. Il les fait transporter par le fleuve Niger en pirogue de nuit pour éviter les checkpoints djihadistes qui contrôlent les routes. Il utilise des réseaux de contrebandiers qui connaissent le fleuve, qui savent naviguer dans l'obscurité, qui connaissent les chenaux et les bancs de sable. Certains manuscrits sont acheminés par route, cachés dans des camions de marchandises, sous des sacs de mil et de riz, à travers des checkpoints où un seul manuscrit découvert pourrait signifier la mort pour le chauffeur. D'autres sont transportés à dos d'âne, à travers la brousse, sur des pistes que seuls les bergers connaissent. L'opération prend des mois. Elle mobilise des centaines de personnes, des hommes et des femmes ordinaires qui risquent leur vie pour sauver des livres. Elle coûte des centaines de milliers de dollars, financée par des donateurs internationaux, des fondations, des gouvernements qui comprennent l'urgence. Mais elle réussit. 377 000 manuscrits sauvés, acheminés jusqu'à Bamako, la capitale, à 1000 km au sud, stockés dans des entrepôts sécurisés, dans des conditions de conservation précaires mais suffisantes. Quand les troupes françaises de l'opération Serval interviennent militairement en janvier 2013
et reprennent Tombouctou, les djihadistes, dans leur fuite, mettent le feu aux bibliothèques. Les flammes dévorent les bâtiments. Les images font le tour du monde. Les médias titrent « Les manuscrits de Tombouctou détruits par les djihadistes ». Le monde pleure, mais les bibliothèques sont vides, presque vides. Sur les 37 000 manuscrits les plus précieux, 83 seulement ont été détruits, moins de 2%. Le reste est à Bamako, en sécurité. Haïdara a gagné. Le bibliothécaire a vaincu les djihadistes, pas avec des armes, pas avec des bombes, mais avec des pirogues, des sacs de riz et un courage qui défie l'imagination. Charlie English a raconté cette histoire dans The Storied City, publié en 2017. Joshua Hammer l'a raconté dans The Badass Librarians of Timbuktu en 2016. 2 livres magnifiques, documentés, que je vous encourage vivement à lire. Combien de manuels scolaires la mentionnent? Combien de documentaires lui ont été consacrés sur les grandes chaînes de télévision? Presque aucun. L'histoire d'un bibliothécaire africain qui sauve 37 000 manuscrits des flammes djihadistes, qui organise la plus grande opération de sauvetage de patrimoine culturel depuis la Seconde Guerre mondiale, devrait être dans chaque programme scolaire du monde. Elle devrait être un film, une série, un symbole universel du pouvoir de la connaissance face à la barbarie. Mais elle n'y est pas, parce que cette histoire contredit le récit dominant. Contreva, parce que cette histoire montre que l'Afrique a un patrimoine intellectuel d'une richesse incalculable, parce que cette histoire montre que des Africains risquent leur vie pour sauver des livres, ce qui contredit l'image du continent sans culture qu'on vous a vendu pendant des siècles. L'orientaliste allemand Heinrich Barth, qui a visité Tombouctou en 1853, lors de son grand voyage d'exploration en Afrique, a été l'un des premiers Européens à documenter cette richesse intellectuelle avec honnêteté. Il écrit dans ses mémoires de voyage « Travels and Discoveries in North Central Africa », publié en 1867, la ville possède une bibliothèque considérable. Les sciences et les lettres y sont cultivées avec un soin dont on ne se fait pas idée en Europe. Un Européen du 19e siècle, au cœur de l'ère coloniale, à une époque où la propagande européenne présente systématiquement les Africains comme des sauvages à civiliser. Cet homme visite Tombouctou, il voit les manuscrits, il parle avec les savants, et il écrit que les sciences et les lettres y sont cultivées avec un soin dont on ne se fait pas idée en Europe. Pas idée. L'Europe, berceau autoproclamé de la civilisation, n'a pas idée du soin avec lequel Tombouctou cultive le savoir. Mais cette admission a été enterrée, ignorée, oubliée, parce qu'elle ne correspondait pas au récit dominant, parce qu'elle menaçait la justification idéologique de la colonisation. Et c'est précisément ici que je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. L'effacement de Tombouctou n'est pas un accident historiographique, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une lacune, c'est une opération délibérée, construite, systématique, qui s'inscrit dans un projet politique plus large, la justification idéologique de la colonisation européenne de l'Afrique. Pour comprendre comment cette opération a fonctionné, il faut que je vous ramène à la fin du 19e siècle, à cette époque charnière où l'Europe se partage l'Afrique comme on découpe un gâteau, 1884. Les 1884. Maine, Fonck de Bastian, la conférence de Berlin. 14 nations européennes, réunies dans le palais du chancelier Bismarck, se partagent le continent africain. Pas un seul Africain n'est invité. En quelques semaines, des lignes droites sont tracées sur des cartes, des frontières arbitraires qui coupent des peuples en deux, qui regroupent des ennemis traditionnels, qui séparent des familles. L'Afrique est découpée comme un bulletin de guerre. Et pour justifier ce partage, pour justifier la conquête, l'occupation, l'exploitation de tout un continent, il faut un récit. Un récit qui explique pourquoi l'Europe a le droit de prendre l'Afrique. Et ce récit, c'est la mission civilisatrice. L'idée que les Européens apportent la civilisation à des peuples qui n'en ont pas. Qu'ils apportent la lumière à des peuples dans les ténèbres. Qu'ils apportent l'éducation à des peuples sans écriture. Pour que ce récit fonctionne, il faut que l'Afrique soit présentée comme un continent vierge de toute civilisation, sans histoire, sans écriture, sans science, sans art, sans pensée. Un continent de tribus primitives, de sauvages nus, de cannibales, un continent qui a besoin d'être sauvé. Et c'est dans ce contexte que Tombouctou est effacé. 1894. La France conquiert Tombouctou. Les soldats français du colonel Bonnier entrent dans la ville en février. Ils s'attendent à trouver une cité légendaire. Depuis des siècles, Tombouctou fascine l'imaginaire européen. La ville mystérieuse au cœur du désert, inaccessible, fabuleuse, regorgeant d'or et de merveilles. René Caillé, l'explorateur français qui a été le premier Européen à atteindre Tombouctou et à en revenir vivant, en 1828, avait écrit dans son récit de voyage: j'avais formé une toute autre idée de la grandeur et de la richesse de cette ville. Il avait été déçu, parce que Tombouctou n'était plus, au 19e siècle, ce qu'elle avait été au 14e. L'invasion marocaine de 1591 avait porté un coup terrible. Les Marocains avaient déporté les savants, pillé les bibliothèques, détruit des écoles,
perturber le commerce. L'empire Songhai, qui avait succédé à l'empire du Mali au XVe siècle et qui avait maintenu la grandeur intellectuelle de Tombouctou, s'était effondré. Le commerce transsaharien avait décliné avec le développement du commerce maritime européen le long des côtes africaines. Les routes sahariennes avaient perdu de leur importance. Tombouctou s'était rétréci, appauvri, diminué. Quand les Français arrivent, ils trouvent une ville modeste, quelques milliers d'habitants, des bâtiments en banco qui s'effritent, pas de palais d'or, pas de merveilles spectaculaires. Mais les manuscrits sont là, les familles les gardent, et les Français le savent. Plus éduqués ou plus curieux que les autres, comprennent la valeur de ce qu'ils trouvent. Mais la politique coloniale ne s'embarrasse pas de nuances. La mission civilisatrice exige que l'Afrique soit présentée comme un continent sans culture, sans écriture, sans civilisation. Des manuscrits qui prouvent le contraire sont un problème, un gros problème. Comment le résoudre? De 3 manières. Premièrement, en ignorant. On ne parle pas des manuscrits dans les rapports officiels. On ne les mentionne pas dans les publications coloniales. On fait comme s'ils n'existaient pas. Deuxièmement, en dépréciant. Quand on est forcé d'en parler, on minimise leur importance. Ce ne sont que des copies du Coran. Ce ne sont que des textes religieux sans intérêt. Ce ne sont que des gribouillis sur du vieux papier. Troisièmement, en volant, des manuscrits sont confisqués par des officiers coloniaux, envoyés en France comme curiosité, entreposés dans des archives et des musées où personne ne les regarde, où personne ne les étudie, où ils moisissent dans des boîtes pendant des décennies. L'administration coloniale met en place un système éducatif français qui efface systématiquement l'histoire locale. Les enfants africains apprennent à lire et à écrire en français. Ils apprennent l'histoire de France. Nos ancêtres les Gaulois, pas nos ancêtres les fondateurs de Sankoré. Ils apprennent la géographie de la France, les fleuves français, les montagnes françaises, les villes françaises. Pas le Niger, pas le Sahara, pas Tombouctou. En quelques générations, les Africains eux-mêmes commencent à croire qu'ils n'ont pas d'histoire, que leur civilisation commence avec l'arrivée des Français, que tout ce qui précède n'était que ténèbres et ignorance. Le philosophe sénégalais Cheikh Anta Diop, dans son ouvrage monumental « Nation, nègre et culture », publié en 1954, a été l'un des premiers à dénoncer cette falsification avec une rigueur scientifique impeccable. Ce livre, issu de sa thèse de doctorat qui avait été rejetée par la Sorbonne, pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était dérangeante, démontrait que l'Afrique avait des civilisations avancées bien avant l'arrivée des Européens. Douili Kara, Diop montrait que l'Égypte ancienne était une civilisation africaine, que les Égyptiens anciens étaient noirs, que la civilisation grecque avait emprunté massivement à l'Égypte. En principe même, Doidus, d'Égypte manque, il y Égypte ancienne avec Atinévé-Sioman. Il montrait que l'Afrique de l'Ouest avait une tradition métallurgique, une tradition architecturale, une tradition intellectuelle qui n'avait rien à envier à l'Europe. Il a été moqué, marginalisé, traité de nationaliste, de fantasiste, d'afrocentriste. L'établissement académique européen l'a rejeté avec mépris. Mais les preuves qu'il avançait étaient solides, et elles n'ont fait que se renforcer depuis. Aujourd'hui, 70 ans après la publication de Nation, nègre et culture, aucun historien sérieux ne conteste que Tombouctou était un centre intellectuel majeur du monde médiéval. Aucun. Les preuves sont trop nombreuses, trop solides, trop documentées. Les manuscrits sont là. On peut les toucher, les lire, les dater au carbone 14, les analyser avec les techniques les plus modernes de la paléographie. Mais le curriculum scolaire, lui, n'a pas changé. Pas vraiment. Dans 95% des manuels d'histoire du monde occidental, Tombouctou n'apparaît pas, l'Empire du Mali n'apparaît pas, Mansa Moussa n'apparaît pas, Ahmed Baba n'apparaît pas, l'Université de Sankoré n'apparaît pas. 700 000 manuscrits n'apparaissent pas, Abdelkader et Dara n'apparaît pas. L'histoire du monde continue d'être racontée comme si l'Afrique n'avait jamais rien produit d'intellectuel avant l'arrivée des Européens. Comme si un continent de plus d'1 milliard d'habitants aujourd'hui, avec des milliers de peuples et des dizaines de milliers d'années d'histoire, n'avait pas d'histoire. Henry Louis Gates, Jurier, professeur à Harvard, titulaire de la chaire Alphonse Fléché-Jurier, l'un des plus grands intellectuels afro-américains vivants, a consacré une partie importante de sa carrière à cette question. Sa série documentaire Wonders of the African World, diffusée par la BBC et PBS en 1989, l'a conduit à Tombouctou. Il a visité les bibliothèques, il a vu les manuscrits de ses propres yeux, il a parlé avec les bibliothécaires, avec les descendants des familles de savants, et il a été stupéfait. Un professeur de Harvard, un homme qui a passé sa vie entière à étudier l'histoire et la culture africaine, qui découvre à 50 ans l'ampleur de ce qui a été caché, pas par ignorance, par décision politique. Le professeur Chamil Jepi
de l'Université du Cap en Afrique du Sud, a dirigé le projet de recherche Tombouctou Manuscript qui a catalogué et numérisé des milliers de ces textes grâce à un financement de la Ford Foundation. Son travail, publié dans l'ouvrage collectif The Meanings of Tombouctou en 2008, démontre de manière définitive l'ampleur et la sophistication de la tradition intellectuelle de Tombouctou. Il montre comment ces manuscrits s'inscrivent dans un réseau intellectuel qui couvre tout le monde musulman, comment les savants de Tombouctou dialoguaient avec leurs pairs du Caire, de Fès, de Cordoue, comment ils contribuaient au développement des sciences et des humanités à l'échelle mondiale. Alors, récapitulons ce que vous venez d'apprendre. Au XIVe siècle, pendant que l'Europe était ravagée par la peste noire qui tuait un tiers de sa population, Tombouctou comptait 100 000 habitants et 3 universités. L'université de Sankoré avait 25 000 étudiants, plus que Paris, Oxford et Bologne réunis. Les bibliothèques de la ville contenaient jusqu'à 700 000 manuscrits, couvrant les mathématiques, l'astronomie, la médecine, le droit, l'histoire, la philosophie, la poésie. Mansa Moussa, empereur du Mali, était l'homme le plus riche de l'histoire. Son passage au Caire en 1304 a provoqué un effondrement du prix de l'or pendant 12 ans. Les savants de Tombouctou correspondaient avec les intellectuels du Caire, de Fès, de Cordoue. Ils produisaient du savoir original, contribuaient au progrès des sciences et des humanités. En 1591, l'invasion marocaine a porté un coup terrible à cette civilisation. En 1894, la colonisation française a achevé l'effacement. Pendant 100 ans, l'administration coloniale a systématiquement ignoré, déprécié et volé le patrimoine intellectuel de Tombouctou. En 2012, les djihadistes ont tenté de brûler ce qui restait. Mais un bibliothécaire nommé Abdelkader Haïdara a sauvé 37 000 manuscrits en les évacuant en secret, de nuit, par pirogue, à travers un territoire contrôlé par Al-Qaïda. Et tout cela, a été systématiquement effacé des manuels d'histoire pendant des siècles. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi tout cela a-t-il été caché si longtemps? Pourquoi cette histoire n'est-elle pas enseignée dans les écoles? Pourquoi les manuels d'histoire continuent-ils à ignorer Tombouctou? La réponse est simple, et elle est la même que pour toutes les histoires que je raconte sur cette chaîne, parce que cette découverte est politiquement dangereuse. Comprenez bien le contexte. Si l'Afrique avait des universités au XIVe siècle, alors la mission civilisatrice de la colonisation était un mensonge. Si les Africains avaient une tradition intellectuelle écrite sophistiquée, alors l'idée qu'ils étaient des sauvages à civiliser s'effondre. Si Mansa Moussa était l'homme le plus riche du monde, alors la pauvreté actuelle de l'Afrique n'est pas le résultat d'une incapacité naturelle, mais le résultat de siècles de pillage, de destruction, de colonisation, de néocolonialisme. Si Tombouctou avait 60 000 manuscrits, alors l'affirmation que l'Afrique est un continent sans écriture est un mensonge documenté. Et voilà ce qui est encore plus troublant. Ce mécanisme n'est pas propre à l'Afrique. Vous l'avez vu fonctionner partout. Quand un peuple veut en dominer un autre, la première chose qu'il fait, c'est effacer son histoire. Les Romains l'ont fait avec Carthage, rasant la ville, salant la terre, brûlant les bibliothèques. Les Espagnols l'ont fait avec les civilisations aztèques et mayas, détruisant les codex, brûlant les livres, interdisant les langues. Les Anglais l'ont fait avec l'Inde, dévalorisant systématiquement la civilisation indienne pour justifier la domination coloniale. Les Australiens l'ont fait avec les aborigènes, niant pendant des siècles qu'ils possédaient la plus ancienne culture continue de l'humanité. Le mécanisme est toujours identique. Conquérir puis effacer. Détruire les livres, interdire la langue, réécrire l'histoire. Et après quelques générations, les conquis eux-mêmes finissent par croire qu'ils n'ont jamais rien eu, qu'ils n'ont jamais rien été, qu'ils doivent tout aux conquérants. Vous reconnaissez le pattern, n'est-ce pas? C'est toujours la même structure. Un peuple qui a une histoire riche. Un conquérant qui efface cette histoire. Des siècles de silence. Puis, lentement, la réhabilitation. Quand il est trop tard, quand le mal est fait, quand les bibliothèques sont brûlées, quand les générations éduquées dans l'ignorance de leur propre passé ont transmis cette ignorance à leurs enfants. Mais voilà ce que l'âge nous enseigne. Les vérités effacées finissent toujours par ressurgir. On peut les enterrer pendant des siècles, brûler les manuscrits qui les contiennent, interdire les livres qui les racontent, discréditer les chercheurs qui les documentent. Mais si elles sont vraies, si elles reposent sur des faits vérifiables, elles reviennent toujours. Et aujourd'hui, l'histoire de Tombouctou revient. Pierre après pierre, manuscrit après manuscrit. Coucou, des surmanus coazel, grâce à des hommes comme Abdelkader Haïdara qui ont risqué leur vie pour sauver ces textes, grâce à des chercheurs comme John O. Unwik, Shamil Jepi, Henry Louis Gates Jr. qui ont consacré leur carrière à documenter cette tradition intellectuelle, grâce à des institutions comme l'Institut Ahmed Baba, la bibliothèque Mama Edara, les dizaines de bibliothèques familiales qui préservent ces trésors depuis des siècles. Et grâce à vous,
Si vous choisissez de transmettre cette connaissance, voilà ce que Tombouctou nous enseigne. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. L'histoire n'est pas ce qui s'est passé. L'histoire, c'est ce que le pouvoir a décidé de vous raconter. Et quand le pouvoir décide d'effacer un chapitre, ce chapitre disparaît des manuels scolaires, des documentaires, des musées, des encyclopédies. Mais il ne disparaît pas de la réalité. Les manuscrits sont toujours là, les mosquées sont toujours debout, les preuves sont toujours vérifiables, les descendants des savants sont toujours vivants. La mémoire est toujours là, sous la surface, attendant patiemment d'être révélée. Ce n'est pas nier les contributions immenses de la civilisation européenne à l'humanité. Comment celui qui contrôle le récit contrôle la perception? Comment on peut faire croire à un continent entier qui n'a pas d'histoire simplement en refusant de la raconter? Et vous maintenant, vous pouvez transmettre cette compréhension à vos enfants, à vos petits-enfants, à ceux qui viendront après vous. Vous pouvez leur enseigner à regarder les récits officiels avec respect, mais aussi avec lucidité, à se demander, chaque fois qu'on leur dit qu'un peuple n'a pas d'histoire, qui a intérêt à ce qu'on le croie, à comprendre que l'histoire du monde est infiniment plus riche, plus diverse, plus complexe, plus belle que ce que les manuels scolaires veulent bien dire. C'est peut-être le plus bel héritage que vous puissiez laisser. Non pas des certitudes rassurantes qui enferment, mais des outils pour voir, pour comprendre, pour penser par soi-même. La capacité à dire « cette histoire qu'on m'a racontée était incomplète. Ce peuple qu'on m'a dit sans histoire avait des universités quand l'Europe avait la peste. Ce continent qu'on m'a présenté comme un désert intellectuel avait 700 000 manuscrits. Et cet homme qu'on ne m'a jamais présenté, ce bibliothécaire nommé Abdelkader Haïdara, a sauvé plus de livres en une année que l'Inquisition n'en a brûlé en 5 siècles. Les deux ne s'excluent pas. On peut reconnaître la grandeur de la civilisation européenne tout en reconnaissant la grandeur de la civilisation africaine. On peut honorer les Lumières tout en honorant son Corée. On peut admirer Oxford tout en admirant Tombouctou. On peut respecter la Bibliothèque nationale de France tout en s'inclinant devant les bibliothèques familiales de Tombouctou qui ont survécu à des siècles de destruction. C'est cela la maturité intellectuelle, c'est cela le recul nécessaire. Voilà ce que Tombouctou a compris il y a 700 ans, ce que Mansa Moussa a financé avec son or, ce qu'Ahmed Baba a enseigné à ses milliers d'étudiants, ce qu'Abdelkader Haïdara a sauvé des flammes au péril de sa vie, que le savoir est le bien le plus précieux de l'humanité, plus précieux que l'or, plus durable que les empires, plus résistant que les armées, plus puissant que les idéologies. Les empires du Mali et du Songhai ont disparu. Mais les manuscrits sont toujours là. Les conquérants marocains ont voulu les détruire. Ils ont échoué. Les colonisateurs français ont voulu les ignorer. Ils ont échoué. Les djihadistes d'Ansar-Dine ont voulu les brûler. Ils ont échoué. Parce que le savoir a cette propriété étrange que partagent toutes les vérités. On peut l'enterrer, le censurer, le brûler, le nier, le déprécier, mais on ne peut pas le tuer. Il ressurgit toujours, manuscrit après manuscrit, génération, siècle après siècle. Vous êtes maintenant dépositaire de cette histoire, non pas pour la brandir comme une arme, non pas pour humilier qui que ce soit, non pas pour alimenter la rancœur ou la colère, avec cette sagesse que donne l'expérience. Car c'est peut-être la chose la plus précieuse que vous puissiez léguer à ceux qui viendront après vous. Non pas des certitudes rassurantes qui enferment, mais des outils pour voir clair, pour reconnaître les effacements derrière les silences, pour comprendre que l'histoire du monde est infiniment plus vaste, plus riche, plus diverse que ce qu'on nous en a montré. Et si cette enquête vous a touché, si vous sentez que cette histoire méritait d'être racontée, alors faites quelque chose de simple mais important. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas par habitude, non pas par politesse, mais parce que ce type de contenu profond, rigoureux, exigeant a besoin de trouver son public pour continuer d'exister. Parce que dans un océan de simplification et de sensationnalisme, certaines vérités complexes méritent d'être explorées avec patience. Vous appartenez à une génération qui a encore le goût de la profondeur, de la nuance, de la complexité assumée. Vous n'avez pas besoin qu'on vous simplifie la réalité. Vous voulez la comprendre vraiment. Et tant qu'il y aura des gens comme vous, il y aura de l'espoir. Parce que la vérité ne meurt jamais vraiment. Elle est la graine qui germe. Même après l'hiver le plus long, il y a 700 ans, une ville au cœur de l'Afrique brillait d'une lumière intellectuelle qui rivalisait avec les plus grands centres du savoir mondial. Cette lumière a été étouffée, cachée, enterrée pendant des siècles par ceux qui avaient intérêt à ce que vous ne la connaissiez pas. Mais elle n'a jamais été éteinte. Les manuscrits ont survécu. Les familles les ont gardés. Un bibliothécaire les a sauvés. Et aujourd'hui, cette lumière brille à nouveau. Et vous en êtes maintenant les gardiens. La vérité ne descend pas d'en haut. Elle se construit ici-bas, pierre après pierre, manuscrit après manuscrit, vie après vie. Et vous en êtes maintenant les gardiens.